Salut, bienvenue à notre épisode. Aujourd'hui, on parle de travail. On y passe plusieurs heures, on y passe la majorité de notre temps. C'est un lieu où est-ce qu'on peut être nourri, où est-ce qu'on peut être apprécié, mais c'est également un lieu qui peut susciter énormément d'anxiété et même d'épuisement. Nicolas Stojkovic, vice-président chez Optoréseau, vient nous parler de courage managérial. Je pense que c'est un épisode qui, évidemment, s'adresse à tous les gestionnaires, mais pas que. Le milieu de travail, c'est un endroit où est-ce qu'on s'y rend souvent plusieurs jours durant la semaine. Parfois, certaines personnes travaillent le soir, que ça soit dans le milieu du retail, de la com, du marketing, en industrie. Tout le monde a une expérience avec un patron ou est patron d'employés. Nicolas vient nous parler des entreprises qui ont des valeurs de bienveillance, des entreprises qui mettent l'humain au centre de leurs préoccupations. Et qu'est-ce que ça fait sur les chiffres d'une entreprise? Est-ce que ça assure la permanence d'une entreprise? Est-ce que ça assure la rentabilité? Est-ce que ça assure qu'on va avoir des employés qui sont mobilisés? Donc, on découvre toute cette facette-là des nouvelles valeurs et également de la santé mentale chez l'homme, qui est toujours un peu tabou dans plusieurs entreprises. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Créer, grandir, soigner. Un espace pour s'inspirer, grandir et se transformer. Je crois que la plus grande forme de liberté réside dans la conscience. Conscience de son monde intérieur, de son pouvoir créateur et de guérison. Ce podcast s'adresse aux esprits avant-gardistes, aux curieux et à tous ceux qui cherchent à créer une vie alignée et pleine de sens. Bienvenue à notre podcast. Allô Nicolas? Salut Audrey-Anne. Bienvenue. Merci, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureuse que tu sois là. Bienvenue au Centre thérapeutique Boréal. Très bel espace. Merci. Donc, Nicolas Stojkovic, vice-président opération chez Optoréseau. Exactement. Et opticien de formation. Exactement. Donc, dans ton parcours, tu as fait différents rôles, tu as été appelé à prendre des décisions qui ont peut-être pas plu à tout le monde. Aujourd'hui, on parle de compassion managériale, d'avoir le courage de l'idée avec humanité. Comment est-ce que tu définirais ton rôle? Ben écoute, moi, dans ma carrière, j'ai fait justement plusieurs rôles de gestion, donc j'ai dû superviser comme plusieurs employés, puis je vais dire même superviser plusieurs humains, parce que je pense que c'est ça qui est important. Tu sais, souvent on a tendance à mettre des mots comme employé, équipe, mais en fait, avant tout, ce sont des humains. Donc, je te dirais que moi, mon rôle, ça a été vraiment de voir comment bien composer avec des humains au quotidien. On parle beaucoup de leadership bienveillant, de compassion managériale. C'est des thèmes de plus en plus de soft skills. Puis tout ça, selon toi, qu'est-ce que ça l'annonce pour l'avenir du monde du travail? Tu regardes le leadership bienveillant, le mot bienveillant est dedans, c'est ça qui est le plus important. On le sait, tu sais, il y a quelques années, c'était pas forcément ce mot-là qui était aux clés de tout ce qui était des professionnels. On avait, je dirais, plus un leadership presque autoritaire, même parfois, où tu sais, c'était les choses, il fallait qu'on les fasse. Tu sais, on n'avait pas le choix, notre patron il nous disait ça, fallait qu'on les fasse. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, on ne peut plus faire ce genre de choses. Donc, comment on fait pour justement approcher les choses avec bienveillance? Ben là, aujourd'hui, ça prend beaucoup plus d'écoute. Puis je pense que c'est ça la grosse différence aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait à l'époque, c'est vraiment l'écoute. Il faut être à l'écoute de ses équipes, à l'écoute des différentes personnes avec qui on travaille. Et l'écoute, tu sais, je veux même parler d'écoute active, dans le sens où c'est pas juste écouter pour écouter, mais c'est écouter réellement, pour comprendre profondément le besoin de l'autre personne qui est en face de soi. Oui, fait que tu n'arrives pas avec un agenda caché, là, un peu, là, d'écouter, mais tu es en train de préparer ta prochaine réponse, là, genre. Là. Oui, exactement. Puis ça, c'est quelque chose qui est effectivement hyper important. Et ça passe beaucoup par le questionnement. Moi, je le dis toujours, si on veut apprendre à connaître une personne, posons-lui des questions. Puis ça devrait être dans la vie de tous les jours, tu sais, pour comprendre qui on a en face de nous. Posons des questions. Intéressons-nous réellement à la personne qui est en face de nous. Donc Maya Angelou, il y a une citation qu'elle donne qui est vraiment très intéressante. Elle dit on ne se rappelle pas de ce qu'on dit, on ne se rappelle pas de ce qu'on fait, mais on se rappelle toujours de comment on s'est senti. Puis je pense que c'est ça le plus important justement dans une approche de leadership bienveillant. Mais en même temps, j'ai l'impression que les gens associent la compassion à... les gens associent.
Des fois, on peut avoir encore la croyance que la compassion puis la gestion d'une équipe, ça va pas de pair ensemble, tu sais. Comme si on serait trop mou ou comme si le fait qu'on ait de la compassion, ben ça va être difficile d'amener une équipe à se diriger vers un... Tu sais, il y a des décisions qui sont prises d'entreprise puis les équipes n'ont pas le choix de suivre. Tu sais, est-ce que c'est possible de diriger une équipe avec compassion? C'est 100% possible. Puis je pense que là où il y a une grosse erreur qui se fait, c'est qu'on mélange souvent l'empathie, la sympathie avec la compassion. Donc ce qui fait que la compassion, ce n'est pas juste de ressentir ce que l'autre ressent. Tu sais, la compassion, ce n'est pas juste de comprendre ce que l'autre ressent, mais c'est de prendre un petit peu tout ça, de mixer un petit peu tout ça et de se dire, bah, c'est quoi les outils qu'on peut apporter pour arriver à un but commun. Puis tu sais, tu as raison de dire que, tu sais, on a l'impression souvent que si on demande quelque chose à quelqu'un, ben, tu sais, on va avoir l'impression, tu sais, on va atteindre des objectifs, mais on va avoir l'impression que finalement, tu sais, on va leur imposer, puis les gens vont pas se sentir bien. Mais pas forcément. Ça, c'est souvent un peu une idée préconçue qui est surtout basée sur ses propres peurs. On a peur justement de comment l'autre va réagir. Puis je pense que ça, c'est une des premières choses qu'il faut être capable de s'enlever de la tête, c'est sa propre peur. On n'a rien à perdre à parler. On n'a rien à perdre à poser des questions pour voir si on est capable d'amener l'autre quelque part. Et ce qui fait que, tu sais, quand on arrive avec des objectifs, si on arrive en disant, bah, regarde, ça c'est les objectifs que l'entreprise veut, donc c'est ça que tu dois faire. C'est sûr que ça marche pas. Là, on vient imposer, comme je disais tout à l'heure, c'est un côté très autoritaire. Si on arrive en disant, bon bah regarde, là, on a des objectifs d'entreprise, puis on va essayer de comprendre pourquoi on a ces objectifs-là. Donc, ce qui fait que là, on vient expliquer vraiment les raisons qui sont en arrière. Puis là, après, ensemble, c'est de travailler en disant, ben regarde, toi et moi, comment on peut faire pour les atteindre, ces objectifs? Donc, ce qui fait que là, premièrement, on s'enlève pas de l'équation. Et en plus de ça, c'est qu'on fait un travail ensemble pour voir c'est quoi la meilleure façon d'y arriver. Donc, c'est là où, tu sais, c'est toujours dans la communication qu'on va faire vraiment la différence. Donc, tu as un objectif, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit pour le travail, ça reste un objectif. C'est toujours la façon dont on va arriver à atteindre cet objectif qui est importante. Puis, tu sais, justement, on en parle, là, les entreprises, ils recherchent désormais des soft skills, là, comme l'écoute, l'intelligence émotionnelle. Pourquoi ce changement-là est important là, en ce moment, en 2025, dans notre culture, dans notre société? On voit quand même que dans notre société est de plus en plus polarisée. C'est un fait. Donc, ce qui fait que là, tout ce côté-là, justement, de soft skills, d'intelligence émotionnelle est beaucoup plus important parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de mesures un peu partout. Tu sais, les nouvelles générations qui arrivent, on le voit, il y a beaucoup, tu sais, avec les réseaux sociaux, des messages qui sont passés, puis c'est des messages souvent, encore une fois, qui sont très polarisés. Donc, comment on fait pour revenir à un juste milieu? Puis pour revenir à ce juste milieu-là, puis moi je vais l'appeler même l'équilibre, à cet équilibre-là, ben ça va passer par tous ces outils-là, comme l'intelligence émotionnelle. Puis je fais exprès de l'appeler comme un outil parce que je trouve que c'est réellement un outil qu'on peut travailler. L'intelligence émotionnelle, pas forcément tout le monde qui l'a au même niveau. Par contre, c'est quelque chose qu'on peut travailler pour être capable de ramener cet équilibre à tout le monde. Fait que tu penses-tu que dans une équipe de travail, s'il y a des opinions divergentes pour des raisons justement générationnelles ou de culture et tout, il y a de la place pour la discussion, le désaccord? Et c'est la clé même justement d'avoir des discussions. Les discussions, c'est ça qui permet d'arriver justement à un consensus qui peut être comme très 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 favorable. La seule chose, c'est que s'il y a des opinions qui sont données mais qui ne sont pas ouvertes, c'est là où on a une problématique. Donc, ce qui fait que, tu sais, la communication, des désaccords, c'est important, ça fait avancer justement les choses. À partir du moment où on se bloque complètement, c'est là où ça devient problématique. Puis ça, je te dirais que c'est cette partie d'intelligence émotionnelle-là qui est importante, c'est de voir où est la limite, justement, entre être capable d'amener un point et être capable d'amener un point, mais de ne pas rester bloqué avec ce point-là. D'amener ce point, d'écouter ce que les autres ont dit, et ensuite d'utiliser ces points-là pour que finalement, ensemble, on aille plus haut. Puis je vais donner un exemple. On avait souvent tendance de penser, quand on pensait à une équipe, d'avoir un peu tout le monde au même niveau. Mais ça, c'était vraiment quelque chose qui était très fort dans les dernières années. On veut que tout le monde soit polyvalent, on veut que tout le monde soit capable de tout faire. L'équipe horizontale. Exactement. Puis,
moi, je me suis rendu compte au cours de ma carrière que finalement, tu sais, c'était pas ça qui amenait la plus grande valeur ajoutée. Et quand je dis la plus grande valeur ajoutée, je parle pas forcément financière, pas forcément monétaire. Je parle de la plus grande valeur ajoutée au niveau de l'équipe, au niveau de la mobilisation et de la motivation. On a tous des forces différentes. Ça, c'est un fait. Chaque être humain est différent. Donc, ce qui fait que, pourquoi ne pas utiliser ces forces-là? Puis ce qui fait que, je pense que tu sais, la première chose qui est importante de comprendre quand on a justement des opinions divergentes, c'est pourquoi il y a cette opinion divergente-là. Puis là, on va se retrouver avec certaines catégories de gens qui vont être des gens qui peuvent être un peu plus inquiets. Donc dans ces cas-là, tu sais, les personnes qui sont un peu plus inquiètes, elles vont être un petit peu moins ouvertes au changement. Donc dans ces cas-là, comment on fonctionne avec ces personnes qui sont un peu moins ouvertes au changement? Ben, peut-être qu'on ne va pas arriver de manière très frontale en disant c'est ça le changement. Non, non, là on va comme expliquer, on voudrait faire un changement, qu'en pensez-vous? Puis là, première réaction, souvent, ça va être ben non, on veut pas de changement. On va spotter tout ce qui peut ne pas fonctionner. Exactement, c'est ça. Et là, à ce moment-là, une fois qu'on a ça, c'est parfait, on a comme mis la première barrière qui est là. Sauf que ces gens-là, souvent, ils ont cette première barrière qui est là parce qu'ils ont besoin d'y penser. Premier réflexe. Là, non, c'est la peur, on veut pas. Puis après, on arrive, on continue à parler. Puis après, il y a une ouverture qui se fait, la barrière qui s'ouvre un petit peu. Puis à ce moment-là, on peut continuer à en parler. Le gros problème qu'on peut avoir, c'est qu'il y a certaines personnes, puis je reviens sur l'intelligence émotionnelle, qui vont pas avoir tendance à prendre ce temps de pause. Puis ce temps de pause, c'est ça qui est important en fonction des personnalités qu'on va avoir. Tu parles des gestionnaires qui vont pas laisser le temps à leur équipe de digérer la nouvelle. C'est ça. Ce qui fait que là, on se retrouve, tu sais, même avec des gestionnaires qui vont dire, ben non, tu sais, moi, mon équipe, à chaque fois que j'amène quelque chose de nouveau, ils veulent pas. Ouais, mais comment ça a été amené? Parce que, tu sais, la gestion du changement, c'est quelque chose qui est comme une des choses les plus importantes. Et souvent, on le met un peu de côté. On considère que c'est pas si important que ça. Alors que la gestion du changement, c'est la clé. Parce que la gestion du changement, c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les personnalités, puis quel que soit son niveau, que ce soit un gestionnaire, que ce soit un employé, que ce soit même un CIO, tout le monde doit travailler sur la gestion du changement. Parce qu'on a tous des façons différentes de le faire. Est-ce que tu penses que on peut apprendre à être un leader plus humain ou c'est quelque chose d'une qualité innée? Elle est intéressante cette question parce que je vais dire un peu des deux. Je pense qu'il y a un côté inné qui peut y avoir pour certaines personnes. Puis tu sais, je pense qu'on a tous des exemples autour de nous de personnes qui sont comme des leaders nés. Tu sais, moi je me rappelle, là, quand j'étais à l'école, il y avait un de mes amis, il est arrivé, puis là c'était comme « Ah, Jonathan, il arrive ». Tu sais, c'était vraiment comme une sorte de leadership vraiment naturel. Il y a d'autres personnes où ça va être un leadership qui va être plus travaillé. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont vraiment aller plus chercher les informations pour voir c'est quoi un bon leadership. Et je vais parler même d'un troisième type de leadership, c'est aussi le leadership par l'expérience. Puis ça, ce leadership par l'expérience-là est quand même vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est en fonction de situations qui ont été vécues que ce leadership peut se développer. Puis là, à ce moment-là, ben, comment on fait? On vient chercher sûrement un petit peu de leadership qui était inné. On va rajouter un petit peu de connaissances. Donc, je pense que tu sais, d'aller toujours s'intéresser aux différents types de leadership, d'aller s'intéresser à qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis qu'est-ce qu'on a aimé aussi chez les autres leaders. Mais après, on peut le revenir puis le travailler à sa façon. Toi, est-ce que tu as un leadership né? Est-ce que tu étais un leader étant enfant dans la cour de récré? Moi, j'étais pas le leader dans la cour de récré. Moi, j'étais plus celui qui regardait les leaders et qui apprenait. Moi, j'étais comme un petit curieux. Puis, tu sais, j'ai toujours dit dans toute ma carrière, je suis allé chercher un peu le meilleur de tout ce que j'ai vu autour de moi. Donc, justement, des leaders que je voyais, je me disais, ah, ça, c'est une belle chose à faire, je vais le prendre. Ça, j'aime un petit peu moins, ça me correspond moins, je le prends pas. Donc, moi, je dirais que je suis beaucoup plus un leadership, j'ai beaucoup plus, pardon, un leadership vraiment par expérience. Et puis, pour moi, qui est toujours dans la bienveillance. J'ai regardé, puis tout ce que j'ai voulu amener comme leadership, c'est de le faire toujours pour que les gens se sentent bien. Puis c'est drôle que je dise ça parce que, tu sais, je dis pour que les gens se sentent bien, mais il y a des moments, on se retrouve dans des situations où on a des conversations courageuses à avoir, des conversations difficiles, et pourtant, je le fais quand même dans la bienveillance. Donc, ce qui fait que c'est comme, ça peut paraître un peu ambivalent, mais pourtant, c'est quelque chose qui peut très bien se faire. Tu sais, historiquement, l'image du dirigeant était souvent... Pardon, je recommence ça. Historiquement, je pense que c'est ma voix de 3 jours de podcast. Excuse-moi, Anthony, pour le montage.
Historiquement, l'image du dirigeant était souvent associée à l'autorité, la rationalité, la Mhm. force. Aujourd'hui, on parle plus d'empathie puis de compassion, mais je pense qu'il existe encore des modèles d'autorité comme ça. On en voit même en politique. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est plus difficile pour les hommes d'adopter ce nouveau modèle, d'être un leader avec compassion, bienveillance? Je dirais que c'est quelque chose qui est moins appris. Donc, parce qu'effectivement, tu sais, il y a eu beaucoup d'images de leaders hommes qu'on a vus qui n'étaient pas forcément juste avec ce modèle-là. Il y en a quand même d'autres qu'on a eu. Tu sais, on n'a qu'à penser à Nelson Mandela, par exemple. On peut penser à Gandhi. Tu sais, ce sont justement, tu sais, des leaders qui étaient beaucoup, beaucoup avec la bienveillance. Donc, ce qui fait que, heureusement, on a quand même eu ce type de leadership qui a été présenté. Mais c'est sûr que de manière générale, puis quand on pense, tu sais, aux personnes qui ont vraiment, vraiment réussi, souvent, c'est comme très Des autoritaire. requins un peu, Un là. peu, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, même Steve Jobs, par exemple, quand on regarde, tu sais, c'est quelqu'un qui était très intelligent, mais tu sais, on le voit, c'est pas quelqu'un qui était forcément très apprécié, même dans la façon d'amener les choses. Donc, ce qui fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est pas forcément souvent montré, ce genre de leadership-là, malheureusement. Je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être beaucoup plus démontré, parce que c'est, selon moi, le meilleur moyen d'arriver pour avoir des résultats que je vais dire de manière optimale, Mhm. dans le sens où moi, j'ai toujours voulu mettre l'humain de l'avant. Puis pour moi, c'est l'humain qui fait qu'on réussit tout. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais, c'est quelque chose qu'on devrait suivre un petit peu plus. Puis que je pense que malheureusement, on n'en voit pas suffisamment encore. Est-ce que tu penses que ça passe à travers un travail personnel à l'extérieur du travail, genre faire de la thérapie, mettons? Ouais, 100%. Pour moi, là, je suis vraiment convaincu de ça parce que je me suis rendu compte de quelque chose. Moi, j'ai fait de la thérapie suite à un décès d'un de mes amis. Puis, ça a été quelque chose qui a été très, très, très formateur pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, je pouvais pas être un aussi bon leader avec les autres si je me connaissais pas mieux moi-même. Donc, ce qui fait que, parce que si je me connais pas, comment je peux justement, puis tu sais, dans le leadership, il y a l'idée, tu sais, comment je peux leader les autres si je me connais pas moi-même? Mhm. Donc, ce qui fait que, tu sais, pour moi, ça, c'était quelque chose qui était vraiment important. Puis j'ai tellement, tellement appris par rapport à ça, que c'est ça qui m'a permis d'être encore plus bienveillant et de mieux comprendre, puis de me sentir aussi beaucoup mieux, aussi bien avec moi-même que avec les autres. Mhm. Donc, c'est quelque chose où, sincèrement, pour moi, ça devrait aller de pair. Je pense qu'on a tous différentes choses qu'on peut travailler, tu sais, en thérapie. Et puis, je pense que ça peut juste nous amener à être des meilleurs humains, tout simplement. Mhm. Puis, encore une fois, parce que mieux se connaître, c'est d'être capable de mieux connaître les autres. Mais est-ce que tu penses que la santé mentale des hommes en entreprise, c'est un tabou? Est-ce que c'est un tabou? Moi, je vais quand même parler tu sais, de mon domaine, qui est comme principalement féminin. Donc, c'est sûr Le que domaine de l'optique. le domaine de l'optique, exactement. Donc, c'est sûr que dans l'optique, j'ai moins l'impression que ça peut être un tabou que dans certains autres domaines. Puis Quand, ça, quand tu dis qu'il est féminin, c'est qu'il y a plus plus de femmes. d'optométristes, femmes, d'opticiennes. Exactement. Tu sais, je pense que dans l'entreprise, ça doit être à peu près un 80-85% de femmes pour à peu près un 15 à 20% d'hommes. Puis Donc, ça, c'est juste chez Opto Réseau ou en général dans d'autres... c'est en général, dans l'industrie de l'optique, c'est vraiment une industrie qui est plus féminine. Donc, ce qui fait que, tu sais, c'est sûr que là-dessus, j'ai un petit peu moins ce profil-là de voir, ben, est-ce que la santé mentale, c'est pas forcément bon. Puis je dirais que même chez Optoréseau, encore plus, parce que les valeurs humaines sont très, 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 très fortes. Ce qui Mhm. fait que c'est vraiment, tu sais, un modèle qui est hyper important. Ce qui fait que la santé mentale, on en parle, puis on n'a Mhm. pas peur d'en parler. Puis ça, c'est quelque chose aussi, je pense que dans plusieurs entreprises, il peut y avoir un peu cette peur d'en parler. Parce que là, si on se dit, si on parle de santé mentale, est-ce qu'on va ouvrir une boîte de Pandore, puis finalement, tu sais, on veut pas trop rentrer là-dedans parce qu'on veut pas avoir d'arrêt de travail, parce qu'on veut pas... Tu sais, ça peut être ça Mhm. aussi, tu sais. Donc, ce qui est que pour répondre à ta question, tu sais, j'ai un peu moins, moi, ce côté-là que je vois, mais c'est sûr que par rapport, tu sais, à d'autres personnes que je connais qui travaillent dans des milieux où il y a plus d'hommes,
ça a l'air quand même un peu moins accepté aussi. Tu sais, c'est Mhm. un homme, c'est fort, ça doit rester fort, puis, tu sais, la santé mentale, tu sais, on n'en parle pas trop. Donc, tu sais, même des amis que j'ai, tu sais, à qui je leur dis, mais, tu sais, tu pourrais consulter, ça pourrait t'aider. Ils font, non, non, ça, c'est pas pour moi, ça. Tu sais, ça, Ah c'est ouais, la encore à phrase. ce jour. Oui, oui, malheureusement, oui. En même temps, c'est vrai que toi, ça a été une de tes portes d'entrée, ça a été une épreuve personnelle, tu sais, d'aller Exact. consulter. Mais de ce que je comprends, euh, ça t'a amené à apprendre à mieux te connaître aussi Mhm, en dehors de ce deuil-là que tu 100%. vivais, tu sais, puis à accepter différentes parts de toi, finalement. Exactement. C'est ça, c'est un très bon point que tu amènes, c'est qu'effectivement, ça a été une porte d'entrée qui m'a ouvert à d'autres choses. Puis, en fait, c'est drôle parce que ça m'a justement amené à parler du travail, tu sais, avec certaines situations avec des collègues, par exemple, puis d'essayer de mieux comprendre aussi pourquoi je réagissais de certaines façons. Tu sais. Mhm. Puis en fait, il y a des moments où on se rend compte que tu sais, les façons de réagir, c'est beaucoup par rapport à ce qu'on a appris aussi quand on était enfant, là. Mhm. Donc, ce qui fait que, tu sais, il y a je veux dire, de petits traumatismes d'enfance et tout ça, qui font qu'on va réagir d'une certaine manière que, en tant qu'adulte, on n'aurait pas réagi comme ça normalement, tu sais. Mhm. C'est comme ton Donc, enfant intérieur un peu exactement. qui répète un scénario, là. C'est exactement ça. Ce qui fait que le fait de comprendre ça, ben après, tu sais, on peut se le dire, là, OK, ça, c'est une réaction qui est plus due au fait que ben, c'est un rappel de mon enfance, alors que finalement, c'est pas une réaction qui est comme logique, si je peux dire. Donc, Mhm. ça permet juste, je trouve, de relativiser un petit peu cette pensée-là, puis s'assurer que finalement, on va avoir comme, je vais dire, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je vais dire moins d'émotions. Parce que je pense qu'une des choses qui est comme très importante en tant que gestionnaire, c'est d'essayer d'enlever quand même beaucoup le côté émotion. Je sais que ça paraît bizarre parce qu'on se dit, ben, tu sais, on veut être des humains, puis on parle de compassion et tout ça, mais c'est que quand on réagit avec émotion, vraiment quand on est en réactivité, ben là, c'est là où on peut justement mal réagir. Mhm. Donc, ce qui fait que, tu sais, d'avoir comme des émotions, c'est bien, mais il faut savoir ce sont lesquelles. Puis si on veut avoir les bonnes émotions, il faut se connaître. Oui, donc toutes les émotions sont bonnes à ressentir. On Exact. n'a pas contrôle sur nos émotions, mais on a C'est ça. contrôle sur comment est-ce qu'on agit sur ces C'est émotions-là. exactement ça. Merci de l'exprimer beaucoup mieux que moi. Est-ce que tu as toi-même des pratiques ou des habitudes de vie qui te permettent de, tu sais, de mieux gérer le stress, la pression, être un leader plus conscient? Oui, ben en fait, ben déjà, moi, je continue à consulter. Pour moi, ça fait partie vraiment d'une pratique qui est importante pour moi. Tu sais, on se dit, tu sais, parfois que, tu sais, la thérapie, il faut en faire juste quand ça va pas bien. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Je considère que c'est un travail presque d'une vie, justement, parce que ça permet de toujours, comme, encore une fois, être un meilleur humain. Donc, ça, c'est une des premières choses. L'autre chose, c'est aussi, tu sais, je parlais de réactivité, mais c'est d'être beaucoup plus dans la proactivité. Je pense que quand on est plus proactif que réactif, ben, ça nous permet d'avoir quand même moins de stress, de mieux comprendre les situations, puis de les gérer par en avance. Donc, ce qui fait que ça, c'est quelque chose où, tu sais, je trouve que c'est assez important, surtout aujourd'hui, puis je ne sais pas si toi, tu t'en rends compte, mais tu sais, quasiment toutes les personnes autour de moi, j'entends toujours «j'ai pas le temps». Tu sais, ça, c'est Mhm. comme la phrase ben non, en ce moment, j'ai pas le temps. Puis on le sait, là, on est tellement comme hyper connecté en permanence que finalement, tu sais, on décide de s'arrêter jamais, tu sais. Puis pour moi, cette phrase, c'est toujours, ben, j'ai pas pris le temps. C'est pas j'ai pas le temps, c'est j'ai pas pris le temps. Parce que le temps, tu sais, on a tous du temps, on a tous le même temps. Donc comment on fait pour le gérer? Ben, c'est ça vraiment le travail à faire. Mhm. Donc c'est pour ça que je te dirais que dans ma vie tous les jours, d'essayer d'être le plus proactif possible, c'est ça qui m'aide quand même à être plus sain aussi mentalement. Je m'entraîne régulièrement aussi. Tu sais, on parle vraiment du lien entre le corps et l'esprit, puis je pense que ça c'est important. Donc, puis d'être heureux. Ouais, de mener une vie avec des gens que tu aimes au Exact. quotidien. En même temps, quand tu dis j'ai pas pris le temps, j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça peut être culpabilisant parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas l'option de la prendre. Mhm. C'est quoi ton opinion d'un gestionnaire qui travaille 60-70 heures par Ouais. semaine? Ben écoute, pour moi, tu sais, un gestionnaire qui travaille 60-70 heures, le plus souvent, puis je vais dire le plus souvent parce qu'il peut y avoir comme certaines circonstances Des atténuantes. petites périodes, là? Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent quelqu'un qui ne va pas déléguer ou qui va mal déléguer.
Puis ça, c'est quelque chose, tu sais, je m'en suis rendu compte avec mon expérience, qui est quand même assez intéressant, c'est que, tu sais, on parle beaucoup, tu sais, c'est important de bien déléguer, etc. Mais très peu de gens savent bien déléguer. Parce que quand on délègue, le plus souvent, on se dit, hey, je vais donner quelque chose que moi, j'aime pas à quelqu'un d'autre. Mhm. Et ce qui fait que là, on a comme cette perception de dire, ben, tu sais, ça va pas être le fun pour lui, tu sais, je lui donne quelque chose qui est pas intéressant. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça vient de sa propre perception. Pas parce que nous, on l'aime pas, que l'autre personne va pas forcément l'aimer. Mhm. Puis ça passe avec la deuxième chose dont j'ai parlé plus tôt, c'est qu'il faut comprendre qui on a en face de soi. Donc ce qui fait que, disons que moi, je suis quelqu'un, tu sais, j'adore être sur le plancher, faire de la vente, tout ça, mais tout ce qui est comme fichier Excel, ça, c'est vraiment difficile pour moi, j'aime pas trop ça. Ben, c'est sûr que là, si je vois que j'ai comme tout un fichier Excel pour remplir mon inventaire et tout ça que je dois faire, ben, je vais le donner à quelqu'un mais qui aime les fichiers Excel, Oui, il y en a des gens qui qui... adore ça, Mhm. qui adore ça. Et puis aussi, c'est dans la façon d'amener les choses. Donc, tu sais, d'arriver en disant, bah tiens, j'ai une tâche pour toi, sûr, c'est pas très motivant, tu sais. De dire, hey, tu sais quoi, là, toi, je sais à quel point tu es bon en Excel, puis là, j'aurais comme un fichier d'inventaire à faire. Est-ce que tu serais intéressé à le faire? C'est rare que la personne, si vous l'avez bien justement analysé avant, va vous dire non. Habituellement, elle va dire ah oui, avec plaisir, je vais le faire. Puis, un, elle va le faire. Deux, elle va le faire beaucoup mieux que vous. Et trois, ça va être fait beaucoup plus rapidement aussi. Mhm. Donc, ce qui fait que quand je vois des gestionnaires justement qui travaillent comme souvent des 60-70 heures, j'ai souvent ce questionnement-là de est-ce que tout est bien délégué? Puis, Mhm. encore une fois, déléguer, c'est quelque chose qui peut faire peur. Parce que là, quand on délègue, on perd un peu le contrôle aussi. Ouais. Donc, ce qui fait que, tu sais, en tant que gestionnaire, on veut justement de la réussite. Puis là, on se dit, bah, si je le fais moi, je sais que ça va être bien fait. Oui. Mais en Mhm. même temps, premièrement, l'être humain fait des erreurs. Il faut le savoir. Ce qui fait que même si on le délègue à quelqu'un d'autre et qu'il y a une erreur, c'est pas grave. On peut travailler là-dessus, tu sais. Et puis, deuxièmement, c'est que en le gardant pour soi, ben justement, on devient comme complètement overwhelmed. Puis à ce moment-là, qu'est-ce que ça crée? Ça crée que même notre esprit, il est tout embourbé, puis ça devient beaucoup plus compliqué de prioriser les bonnes choses. Puis ça peut mener même jusqu'à un burn-out. Donc, dans le sens où, tu sais, une mauvaise structure, une mauvaise organisation, ben, on arrive vraiment avec une fatigue extrême, alors que ça aurait pu être évité. Mhm. Toi, en tant que vice-président, puis dans les rôles que tu as occupés dans le passé, tu as eu certains employés qui étaient eux-mêmes gestionnaires Oui. aussi d'équipe. Comment est-ce que tu les accompagnais au quotidien pour qu'ils puissent être présents pour leur équipe, mais sans s'oublier eux-mêmes? Tu sais, un peu Ouais. comme dans l'avion, là, de mettre son masque à soi avant de le mettre même à un enfant, tu sais. Mm. J'adore cette analogie, puis je l'utilise vraiment, vraiment souvent, parce qu'effectivement, c'est plus important, encore une fois, c'est de prendre soin de soi en premier. Ce que je vois quand justement j'ai des gestionnaires où tu sais, je vois que ça commence à être plus difficile, c'est vraiment la priorisation. Je pense que tu sais, de s'asseoir, de prendre un pas de recul, ben, c'est extrêmement, extrêmement important. Puis souvent, on n'a pas tendance à le faire. Tu sais, on est comme dans une sorte de tourbillon. Puis tu sais, moi, je le vois un peu comme une vague. Quand on est vraiment dans le creux de la vague, là, ça tourne. Puis là, on n'est plus capable de sortir. Tu sais. Ben, certains moments, là, quand on est dans le creux de la vague, faut réussir à sortir la tête de l'eau, prendre une grande bouffée d'oxygène pour être capable ensuite de retourner dedans et de se dire, OK, comment on peut faire pour sortir de là? Mhm. Donc, ce qui fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment beaucoup, beaucoup une question de priorisation et pour ça, de faire un pas de recul. Puis le Mhm. pas de recul peut être extrêmement, extrêmement difficile parce qu'on se dit, mais on est en train de perdre notre temps finalement. Tu sais, Mais j'ai tout ça à faire, puis c'est ça. là, je prends une pause, puis je note les priorités. Exactement. Et pourtant, c'est ça qui va faire cet investissement de temps-là, c'est ça qui va être le plus important. Il y a Abraham Lincoln qui disait une citation que j'aimais beaucoup. Il disait « Donnez-moi 6 heures pour couper un arbre, puis j'en prendrai 4 pour aiguiser ma hache. » Puis je trouve que c'est tellement, tellement, tellement intelligent, c'est que il y en a qui vont arriver, puis ils vont commencer à frapper tout de suite, tout de suite, tout de suite. Puis là, ça va prendre vraiment comme 6 heures, puis là, ils vont être comme brûlés. Pendant 4 heures, de bien aiguiser sa hache, ça va peut-être lui prendre 1 heure par la suite. Donc, ce qui fait que c'est là où l'investissement de temps est beaucoup plus important que le temps réel qu'on a. Puis, je te dirais que les gestionnaires, souvent, qui sont un petit peu dans ces moments-là, ben, c'est qu'ils voient comme trop un petit peu à court terme. Et puis, un gestionnaire, il y a ce besoin de regarder tout à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, vraiment, comme d'ouvrir ses horizons pour être capable de bien prioriser. Mhm.
On dirait que ce qui me vient en tête, c'est que, puisque tu sais, dans mon équipe avec moi, mes employés, dans les coordinations des cliniques, tout ça, on a comme phrase de dire priorisons les priorités. Exact. Puis on s'assoit, puis on se pose à toutes les semaines en disant bon, c'est le moment de prioriser les priorités. Mais des fois, mes priorités, c'est pas les priorités 100%. de mes employés ou des thérapeutes qui travaillent dans les cliniques. Tu sais. Ça peut occasionner quand même des frustrations chez les employés. Et c'est là où le fait de ne pas travailler en silo est extrêmement important. Donc, j'imagine que tu fais justement des réunions où vous êtes tout ensemble, puis c'est de regarder, puis d'être très transparent dans justement les différentes priorités que vous avez. Parce qu'à certains moments, ça peut permettre de reprioriser justement certaines choses. Et puis, parce que oui, effectivement, c'est que là, ça peut créer sinon ces frustrations-là. Ça, c'est une certitude. C'est quoi, selon toi, les signes qu'un gestionnaire est en train de s'épuiser émotionnellement? Qu'est-ce que tu vois là, quand tu es en train de spotter un ou une employée, puis tu te dis, elle est en train de s'épuiser, là? Ouais. Je te dirais que la première chose que je vois, c'est vraiment au niveau des émotions. Tu sais, j'en parlais tout à l'heure, c'est que tout est émotif. Il n'y a plus aucune décision qui est rationnelle. Toutes les décisions sont avec les émotions. Donc là, on le voit. Impulsivité. Exactement. Donc, c'est très impulsif. On le voit que les décisions sont même pas forcément justement les meilleures. C'est les décisions les plus rapides. Donc, ce qui fait que ça, c'est comme vraiment des signes pour moi qui sont assez importants. Et aussi la communication. La communication avec les autres est beaucoup moins fluide. Là, il va y avoir de l'irritabilité, beaucoup. Donc, ce qui fait que là, habituellement, quand ça arrive, là, c'est le temps de prendre une pause. Puis moi, souvent, ce que je fais, c'est on va aller s'asseoir, on va juste discuter. On va prendre quelques minutes ensemble, on va juste se parler. Puis, il y a des moments, tu sais, même quand je me rends compte de ça, puis que j'ai des rencontres qui sont à faire, tu sais, par rapport à ce genre de personnes-là, même si j'ai un agenda, justement, je vais pas forcément arriver avec mon agenda, je vais vraiment commencer en disant « Comment tu te sens ?» Puis cette question-là, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper puissant, qu'on n'a pas tendance à poser souvent, justement, tu sais, je trouve en entreprise ou dans le travail, parce qu'encore une fois, on est dans notre réalité qui est comme un peu à tourbillon. Mais le comment tu te sens, le plus souvent, j'ai des gens qui, tout d'un coup, ils s'arrêtent, ils sont surpris, puis après, quand j'ai des gens qui se retrouvent là, souvent, ils se mettent vraiment à pleurer. Ouais, c'est comme si tu leur permets de moins être dans le faire puis d'être dans l'être. Exactement, Un instant. c'est ça. Puis après, tu sais, l'avantage, c'est que ça ouvre la discussion. Donc, ce qui fait qu'en ouvrant la discussion, ben, ça permet de comprendre. Puis de comprendre, ça permet de réagir. Puis c'est là où, justement, tu sais, quand on parle de compassion managériale, c'est ça. C'est comprendre un petit peu la personne pour voir comment on peut l'aider à agir différemment ou à réagir différemment. Tu sais, un employé, par exemple, qui est là, puis finalement, qui se dit, qui se sent débordé et tout ça. Tu sais, on peut le regarder toute la journée être débordé. Mais on a aussi une possibilité de venir en disant hey, j'ai l'impression que tu es un peu débordé aujourd'hui, est-ce que je me trompe? Ah non, tu as raison, là, j'en ai par-dessus la tête, j'ai mal géré mes priorités, puis c'est vraiment compliqué. Ok, ben, est-ce que tu voudrais que j'en prenne une partie comme ça, tu sais, pendant 1 heure? Ça peut te libérer un peu, puis après, tu vas sentir que ça redescend. Ah, ouais, c'est vraiment une bonne idée, ça m'aiderait beaucoup. Ça, c'est la compassion managériale. C'est d'apporter aussi une solution par rapport à une situation qui est là. La situation est présente. Donc, ce qui fait que c'est de la voir, puis de ne pas l'ignorer. Puis je pense que c'est aussi beaucoup ça qui fait qu'on va se retrouver avec des gens qui ne vont pas forcément rester, avec des gens qui peuvent se sentir pas valorisés dans leur travail, alors que le travail, on s'entend que c'est très souvent une très grande partie de notre vie. Le travail, pour moi, c'est un endroit où on doit autant être épanoui qu'à la maison. Il n'y a pas de raison qu'on aille au travail, tu sais, puis qu'on se dise qu'on n'est pas épanoui, là. Est-ce que c'est possible même que le travail, ça soit le lieu où est-ce qu'on est le plus épanoui? Quelqu'un, par exemple, qui vit une séparation, quelqu'un qui est proche aidant à la maison. Des fois, notre vie personnelle n'est pas rose-rose, là. Exact. Mais en fait, on devrait avoir toujours un endroit où on est comme épanoui. Où est-ce qu'on se sent bien? Où est-ce qu'on se sent bien? Que ce soit au travail ou à la maison. Puis il y a certains moments, tu sais, on va se retrouver, comme tu dis, tu sais, à la maison, ça va moins bien. Une séparation, par exemple. Ou au travail, ça va un peu moins bien aussi. Donc il faut toujours qu'il y ait cet équilibre-là qui permette justement de s'en sortir. Le gros risque, c'est d'être au travail, puis d'être jamais épanoui. Puis ça, c'est ça qui est comme, pour moi, extrêmement dangereux, parce que dans ces cas-là, tu sais, ça amène comme à une mauvaise ambiance,
ça amène une mauvaise communication, on revient souvent là-dessus, puis ça peut amener à des burn-out, ça peut amener à un roulement d'employés, ça c'est quelque chose qui est quand même important. Mhm. Mais là, tu sais, mettons, si on parle plus concrètement, parce que c'est clair qu'une entreprise qui priorise le bien-être de ses employés, Mhm. compassion managériale, puis tout ça, tu sais, tu parlais des valeurs de l'entreprise dans laquelle tu travailles, Opto Réseau, qui est des valeurs humaines, Mhm. ça a l'air super intéressant. Mais ça reste que le contexte économique de nos jours, Ouais. les matières premières sont plus chères, les gens veulent des salaires plus élevés, on a tout le contexte économique où est-ce que les compagnies ont des pressions pour faire des chiffres, tu sais, faire des ventes, avoir des objectifs à Mhm. atteindre. Il faut avoir une économie qui est plus forte, mettons, tu sais. Est-ce qu'une compagnie qui a une compassion managériale aux bases de ses valeurs a des résultats financiers? Tu sais, est-ce que c'est juste qu'on est mieux, mais qu'on n'atteint pas nos chiffres, mettons? Je te dirais que pour moi, une compagnie qui a justement ces valeurs-là qui sont au cœur de leur vision, c'est une compagnie qui va souvent mieux performer Financièrement. financièrement. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas forcément le chiffre qui est au centre des valeurs, mais plus de comment on peut aider les autres. Puis surtout dans l'industrie de l'optique, tu sais, on en parle, tu sais, on s'amuse un peu parfois à dire, tu sais, on change la vue, on change la vie dans un sens. Tu sais, quelqu'un qui voit pas bien, là, c'est difficile pour vivre, tu Mhm. sais. Donc, ce qui fait que, tu sais, on a comme un petit peu des anges qui viennent changer la vue des clients comme très régulièrement. Tu sais, je trouve ça quand même assez incroyable. Donc, ce qui fait que là, si on arrive à s'assurer que ces valeurs-là vont dans toutes les cliniques, que toutes les cliniques, les employés qui sont là, sont heureux vraiment de travailler, mais ça se ressent. Puis ça se ressent, puis qu'est-ce que ça fait quand ça se ressent? Mais c'est que finalement, ils sont beaucoup plus enclins à parler de produits en fonction des besoins du client, plutôt que de dire, bon ben voilà, je fais mon travail, faut que je vende une paire de lunettes. Mhm. Donc, ce qui fait que là, si on se dit, bah, faut que je vende une paire de lunettes, premièrement, on n'est même pas sûr d'y aller en fonction des besoins du client. Puis, deuxièmement, bah, le truc, c'est que le client, il n'aura aucune envie de revenir. Mhm. Si on s'intéresse réellement aux clients, aux patients, qu'on pose des questions, qu'on comprend c'est quoi exactement leurs problèmes et c'est quoi l'impact sur leur vie aussi. Tu sais, quelqu'un qui arrive puis qui dit, bah, tu sais, moi, je commence à avoir vraiment de la difficulté à lire de près. Si on fait, bon, bah, parfait, c'est des vers progressifs que ça vous prend. Ça veut rien dire pour monsieur et madame tout le monde. Tu sais. Mhm. Donc, ah, ok, vous avez plus de difficultés à lire de près. Ben, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu plus dans quelles circonstances? Tu sais? Ben là, tu sais, maintenant, avec mon téléphone, tu sais, je me rends compte que je suis obligé de l'éloigner de plus en plus. Ok, parfait. Donc, c'est principalement avec votre téléphone. Oui, oui, parce que le reste, tu sais, ça va très bien. Parfait. Donc là, on a des indications. Après, disons qu'il dit, ben, aussi, non, c'est vrai, quand je joue au golf l'été, je me rends compte que la carte, là, pour écrire mon score, plus difficile. Des moments, je triche parce que je vois pas très bien, tu sais. Donc, ce qui fait que tout ça, c'est des informations qu'on va aller chercher pour s'assurer de proposer le meilleur produit en fonction de ses besoins. Puis là-dessus, là, on parle pas de prix, là. On propose le produit en fonction des besoins qui sont donnés. Puis ça, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que le meilleur produit, c'est pas le produit le plus cher, là. Le meilleur produit, c'est celui qui correspond le mieux à tes besoins. Donc là, je reviens sur la compassion managériale, c'est que si on a des employés qui sont heureux, qui sont bien formés, qui comprennent exactement comment ils peuvent changer la vie des gens, mais dans ces cas-là, ils vont y aller justement avec les meilleurs conseils pour offrir la meilleure expérience, pour offrir le meilleur produit. Mhm. Donc ce qui fait que là, on se retrouve avec tout le monde qui est heureux, et là, qu'est-ce que ça fait? Ben, le chiffre va suivre, c'est sûr et certain. Donc, Mhm. sans jamais parler de chiffres, le chiffre va suivre. J'ai l'impression aussi que dans les compagnies, tu sais, on le sait une grande partie des dépenses, c'est la masse Oui, salariale. Il n'y a rien qui coûte plus cher qu'un employé qui ne reste pas, finalement. Le exactement. roulement d'employés. Exactement. Puis, est-ce que selon toi, les employés, de nos jours, ils cherchent plus un salaire ou des conditions de travail? Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, cette question-là aujourd'hui, quand on repense, allez, je vais dire 20 ans en arrière, tes 20 ans en arrière, c'était pas cette réalité. Hein. 20 Ouais, ans en arrière, c'était le client est roi. Tu sais. ouais. Puis là, avec tu sais, la COVID, avec tout ce que ça a amené, ça a été vraiment l'employé est roi. Puis là, Mhm. on retrouve un peu un certain équilibre justement là-dessus. Sauf que, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené, puis aussi avec la nouvelle génération, ça a amené des employés qui, effectivement, veulent aussi beaucoup plus avoir une vie
une conciliation travail-famille et d'avoir un peu moins cette perception qu'on avait de nos parents qui travaillaient comme tout le Sans temps, arrêt. sans arrêt, c'est ça. Donc, ce qui fait que ça, c'est comme beaucoup plus dans les valeurs justement des nouveaux employés. Donc, ce qui fait que c'est de regarder un peu, de trouver l'équilibre entre comment je peux travailler, m'épanouir, mais en même temps garder une place pour mes activités personnelles, mes loisirs, etc. Donc, c'est sûr que le marché change. Ça, on le sait, c'est normal. Je te dirais qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on le voit que ce besoin-là de comprendre un peu mieux les valeurs d'une entreprise sont plus fortes. Tu sais. On le voit, tu sais, à quel moment, tu sais, même dans la situation mondiale, ça peut être important de se dire, bon ben voilà, moi j'ai des valeurs qui sont encore plus québécoises, par exemple. Là, on va se dire, bon ben je vais privilégier une compagnie comme Autoréseau. C'est des indépendants québécois, je veux justement, tu sais, garder l'argent au Québec. Tu sais, ça peut être ça aussi. Et puis ça peut se faire un peu partout, à l'épicerie, etc. Donc je dirais que les valeurs aujourd'hui sont quand même plus changeantes, plus rapidement. Donc en fonction de tout ce qui se passe dans l'économie mondiale. Donc tu sais, les employés aujourd'hui, oui, il y a comme ce côté comme salarial qui est toujours important. Je pense que c'est d'avoir un salaire qui est juste. C'est ça qui est le plus important. Donc, d'avoir un salaire juste, d'avoir des conditions de travail qui permettent de concilier vraiment le travail, famille. Puis je vais dire travail, famille, loisir, parce que pas tout le monde qui a une famille aussi. Donc, travail, famille, loisir. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes aujourd'hui. Puis, je te dirais que j'entends de plus en plus l'importance de l'équipe de travail. C'est Ça, vrai. c'est quelque chose qui ressort de plus en plus, à quel point cette chimie qu'il y a dans l'équipe est importante. Puis je pense que c'est un peu aussi un contre-coup de la COVID, où on a été comme tous très isolés socialement. Puis là, finalement, on a besoin de reconnecter finalement entre nous. Mhm. Puis comme tu dis, on passe tellement de temps au travail que si on est là pour être de 10 à 5, on veut passer du bon moment, tu sais. C'est quoi les opportunités à saisir pour les entreprises qui souhaitent là, changer et adopter un leadership plus humain, là? Tu sais, mettons Ouais. que quelqu'un rachète l'entreprise de son grand-père, puis c'était peut-être pas ces valeurs-là qui étaient priorisées, ou bien qu'il y a des vieilles équipes de gestion qui sont mises en place, qui fonctionnent de la même façon depuis 30 ans, puis là, on souhaite changer, là, aller vers attirer justement des nouveaux employés, des nouvelles générations, des nouvelles technologies. Ce serait quoi les opportunités? Je te dirais que tu l'as quand même bien dit, si tu dis, tu sais, quelqu'un qui rachète par exemple l'entreprise de son grand-père, je pense que ça vient du leadership en haut. C'est ça, c'est la clé justement pour s'assurer que le leadership bienveillant, tu sais, je le vois comme, tu sais, un peu tu sais, quelque chose qui est en haut puis qui vient découler par la suite en dessous. C'est un peu comme un gâteau au chocolat lava, le chocolat avec lava. Donc, je vois vraiment avec toute la bienveillance qui vient couler comme un petit peu autour. Je te dirais que quand il n'y a pas ce leadership bienveillant qui est vraiment comme en haut de l'entreprise, c'est plus compliqué de le faire vivre. Donc, ce qui fait que je te dirais que ça passe vraiment pour moi par là. Puis après, c'est d'y aller, je pense, avec tu sais, ces valeurs d'authenticité aussi. Tu sais, l'authenticité, c'est comme un peu la clé aujourd'hui. Donc, je te dirais, ça serait pas mal ça. En même temps, j'ai l'impression que, tu sais, des fois, tu sais, on parle beaucoup d'équilibre travail-famille, puis des fois, j'ai l'impression que c'est comme si on dit que le moins de temps on passe au travail, le mieux on se porte, là. Thank God it's Friday, puis tout ça, tu sais. Est-ce que les employés n'ont pas un rôle à jouer aussi dans la culture de l'entreprise, dans le bien-être au quotidien? 100%. Puis effectivement, moi, c'est drôle parce que quand je vois ça, j'avoue que pour moi, limite, ça me heurte un petit peu parce que je me dis justement, tu sais, c'est le travail, c'est une opportunité justement, tu sais, d'avoir du plaisir. Puis je pense qu'on a cette responsabilité, nous aussi, d'avoir du plaisir quand on est au travail. Ça, c'est quelque chose où, tu sais, quelqu'un tu sais, qui vient au travail à reculons, c'est triste quand même. Mais oui, Tu sais, vraiment. comme on dit, là, tu passes beaucoup de temps. Ça fait que, tu sais, moi, je le vois, tu sais, à chaque fois que je vais au siège social, pour moi, ma priorité, c'est d'aller saluer tout le monde. Tout le monde dans le bureau. De saluer toujours avec le sourire, d'avoir toujours des mots gentils, tout ça. Ça fait partie de la culture du travail qui est importante. Puis, tu sais, on en parle justement, tu sais, du télétravail, comment c'était revenu avec la COVID, puis là, on veut revenir un peu moins avec ça. Mais cette connexion qu'il y a, tu sais, la connexion, tu sais, au café, à la machine à café, là, ça, c'est quelque chose qui est important. Puis, tu sais, on est tellement beaucoup dans la productivité, on est tellement beaucoup dans le vouloir comme faire tout plus vite et tout ça, que prendre ces petites pauses
justement de 5 minutes à la machine à café, ces petites pauses sociales, c'est ça qui est extrêmement important. Et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir des employés qui vont pas être là. Bon, bah ça y est, yes, c'est vendredi. Mhm. Moi, c'est comme, tu sais, je me dis, lundi, ça va être une belle journée. Quoi qu'il arrive, tu sais, je recommence à travailler, je vais revoir mes collègues, je vais voir justement des nouvelles personnes. Donc, je trouve que c'est aussi de changer quand même un peu son état d'esprit, tu sais, avec ça. Et puis, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire dans sa vie de tous les jours, d'essayer d'avoir un état d'esprit positif. Puis, je dis pas forcément de dire comme merci la vie, tout est parfait, parce que tout n'est pas toujours parfait, tu sais. Il y a des moments, on peut avoir des situations plus difficiles, mais c'est d'être reconnaissant de ce qu'on a. Puis souvent, je trouve qu'on a tendance quand même à se plaindre facilement, on va dire ça. Mhm. Donc, ce qui fait que je te dirais que, tu sais, d'avoir un peu cette mentalité de se dire, hey, tu sais quoi, je vais au travail, mais je vais retrouver comme mes collègues de travail avec qui je m'entends bien. Je fais un travail où je me sens respecté, où je me sens que justement, je suis capable d'être mobilisé, je suis motivé. Mais ça fait une différence. Puis ça fait une différence, j'ai presque envie de dire sociale, dans le Mhm. sens où quelqu'un qui est heureux au travail, il va le partager autour de lui. Ça va jouer sur sa vie personnelle. Ça va jouer sur sa sphère familiale. Ça va jouer partout, partout, partout. Si tu devais former les leaders de demain, Ouais, ce serait quoi les compétences que tu serais capable d'en nommer trois, quatre, qui c'est fondamental à leur transmettre? ouais. Alors, moi, je leur dirais que en premier, il faut être authentique. Je pense que l'authenticité, c'est quand même la clé. Si vous êtes authentique, vous êtes capable justement de démontrer que tout ce que vous faites, c'est pour les bonnes choses. Je dirais que l'autre chose qui pourrait être vraiment, vraiment important, c'est la transparence. On a, je pense qu'on peut tout dire de manière transparente. Il faut le faire de la bonne façon, mais je pense qu'on peut tout dire. Donc, ce qui fait que, tu sais, je reviens sur un employé, par exemple, qui performe un peu moins. Oh, ça se dit. Il n'y a aucun problème à le dire. Il faut trouver la bonne façon pour être sûr que, tu sais, on ne veut pas heurter les sentiments non plus. Mais par contre, c'est sûr, ça ne fait pas forcément plaisir. Donc, je dirais, il y a ça. Puis je dirais la bienveillance. La bienveillance, pour moi, encore une fois, tu sais, c'est important d'être bienveillant avec les autres, de mettre l'humain en avant. Donc je dirais, tu sais, un leader de demain, tu sais, dans ses compétences, si il est authentique, transparent, bienveillant, c'est un business, là. Mhm. Puis, ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux dirigeants qui hésitent encore là, à adopter une approche plus humaine en disant ah, moi, je suis tout le temps fonctionné de même, mon boss était de même, puis en même temps, les employés, je veux pas que ça niaise. Là. Ouais. Je dirais qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont fermé quand ils n'ont pas changé. Donc, donc je dirais que c'est comme, je dirais que c'est comme quelque chose. Si on change pas, qu'on fait toujours pareil, Mhm. il y a des gros risques que finalement ça fonctionne pas. Tu sais. Je pense, Mhm. tu sais, on regarde Nokia par exemple. Mhm. Nokia, tu sais, c'est une entreprise, tu sais, qui était comme très très forte là. Puis, tu sais, aujourd'hui, Nokia, on n'entend plus parler. Ils n'ont pas fait d'erreur, hein. Ils n'ont pas fait Mhm. d'erreur. Par contre, ils n'ont pas su changer. Oui, puis même que c'est la base de l'évolution de la nature. Exact. C'est pas la force qui prime, c'est Mm. la capacité d'adaptation. Parce que Exactement. l'humain, on n'a pas tout le temps été, on n'est pas les plus forts sur la C'est ça. planète, tu sais, et pourtant, on a su s'adapter. Exactement. Puis, tu sais, Mhm. même aujourd'hui, tu sais, je regarde là, le centre thérapeutique boréal, tu sais, avec tous les thérapeutes que vous avez. Est-ce qu'il y a 25 ans, on aurait pu avoir un centre comme ça qui met de l'avant toute la santé mentale, qui vient comme aider justement comme des milliers de gens? Je suis pas sûr que ça aurait été comme vraiment tu sais, accepté il y a 25 ans, là. Mhm. Donc, je pense que, tu sais, c'était... Tu sais, il y a des choses qui existaient, mais là, avec toutes les approches différentes, il n'y avait pas ça. Puis ça, c'est une partie de l'évolution aussi. Donc, c'est pour ça que Mhm. c'est une entreprise qui a toujours fonctionné de la même façon, puis qui ne veut pas changer sa façon de faire. J'ai juste envie de dire bon courage. Mhm. Comment est-ce que tu fais la différence entre qui tu es et ce que tu fais? Oh my God, bonne question. Ça, c'est vraiment presque philosophique. Je te dirais que, vu que mes valeurs sont quand même l'authenticité, j'essaie d'être le plus proche de qui je suis dans ce que je fais. Euh, je te dirais que comment je pourrais faire la différence? Oh my God, c'est une bonne question. Je- c'est une bonne question. Je sèche. Il n'y en a peut-être pas beaucoup de différence entre les deux. Non, c'est effectivement. Mais je pense que c'est compliqué pour moi parce que, comme je dis, c'est que je suis très authentique dans ma façon d'être.
et dans mon travail, dans ce que je fais, dans mes tâches au quotidien. Ce qui fait que pour moi, effectivement, c'est peut-être difficile de voir un peu la différence entre les deux. Donc, Qu'est-ce que je te souhaite pour les 5-10 prochaines années dans ton environnement professionnel? ben écoute, de continuer à m'amuser, de continuer à travailler avec des gens extraordinaires, de continuer à voir le beau dans l'humain, puis de continuer à offrir les plus belles lunettes au monde du Québec. Puis je suis curieuse, j'ai comme une autre question qui vient de me venir. C'est quoi ton opinion sur la génération Z, la génération émergente? Là, il me semble qu'on est dur, on est dur envers eux. Moi, j'ai plein d'espoir envers eux, mais... Moi, je te dirais que je vais revenir sur la gestion du changement. C'est que c'est une nouvelle génération avec une nouvelle approche, puis c'est pas forcément à eux de s'adapter à nous, mais c'est à nous de nous adapter à eux. Puis je pense que c'est ça, tu sais, qui est comme parfois un peu difficile, c'est qu'on se dit, ben voilà, ben tu sais, c'est pas possible. Nous, on faisait comme ça marchait. Pourquoi ils font pas ça, tu sais? Donc, je pense que, tu sais, on a beaucoup à apprendre d'eux, tout comme eux, ils ont des choses à apprendre de nous. Et donc, je te dirais que moi, j'ai un beau message d'espoir avec cette génération-là. Je pense qu'ils peuvent vraiment nous amener ailleurs, dans un endroit qui est comme, même peut-être un peu plus sain au niveau, je parle au niveau de la santé mentale. Je pense que ça peut nous amener ailleurs. Toujours avec un équilibre. C'est ça qui est, encore une fois, la clé. Il ne faut pas qu'on aille dans un extrême, justement, donc toujours dans un équilibre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ta présence, la générosité de ton partage. Je te souhaite un beau succès. Merci beaucoup, et à toi aussi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce moment pour vous dans cet épisode de Créer, Grandir, Soigner. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou votre plateforme préférée. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis ou un commentaire. C'est toujours apprécié et ça nous aide énormément dans notre mission à faire rayonner la santé mentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à une personne qui vous est chère. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Pour aller plus loin dans votre bien-être et votre épanouissement, nos cliniques vous accueillent avec une équipe dédiée à la santé mentale et au mieux-être. Découvrez tous nos services, ateliers et retraites sur centrethérapeutiqueboréal.com. Quelques petits mots importants. Ce podcast est proposé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé mentale ou physique, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié. À très bientôt!